Nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Mes trois invités sont restés avec moi. Patrick Mbeko, Jean-Bernard Bikim et M. Salam, merci à vous trois d'être restés avec moi. Il s'appelle Salam Fayyad, il est un diplomate chevronné et Antonio Guterres, le nouveau secrétaire général de l'ONU, vient de le désigner médiateur dans la crise libyenne. Seulement voilà, il est palestinien et Donald Trump dit pas question, il ne veut pas entendre parler de ce diplomate. Alors comment comprendre ce rejet de ce diplomate palestinien par la Maison-Blanche et surtout comment sortir durablement, encore une fois, la Libye de cette crise? Avant d'en parler avec mes invités, je vous propose d'écouter un spécialiste de la question. Le veto américain a sa logique. Je dirais même que c'est une sorte de provocation du secrétaire général tout en considérant que les compétences de Salam Fayyad ne sont pas en cause. Il est bien clair qu'en tant que Palestinien, il pouvait poser de problèmes pour les États-Unis, surtout pour l'actuel président Donald Trump. Mais plus largement, je pense qu'actuellement, c'est le flou au sein du système des Nations Unies. C'est-à-dire, on n'a pas une vision très réaliste, très claire de ce qui se passe en Libye. On est en train d'assister au fond à la structuration de ce que j'appellerais la doctrine Trump à l'égard des pays arabes en transition. Monsieur Beko, donc c'était Monsef Jaziri, il est maître d'enseignement et de recherche honoraire à l'Université de Lausanne. La doctrine Trump, on la connaît, c'est les révolutions arabes n'ont pas produit la démocratie escomptée, il faut donc revenir à l'approche des gouvernements stables. C'est une doctrine que vous défendriez? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il faut d'abord comprendre que ce qu'on a appelé révolution arabe n'a pas été étrangère aux États-Unis. Je montre dans le livre que 4 mois avant que n'éclate ce qu'on appelait le printemps arabe. D'ailleurs, ce ne sont pas les Arabes qui ont donné ce nom-là en passant. Donc 4 mois avant que n'éclate le printemps arabe, Obama avait commandé un rapport sur le Maghreb et le Moyen-Orient. Alors dans ce rapport, on disait clairement que cette région était mûre pour être bouleversée. Et donc le correspondant du New York Times à la Maison-Blanche dira « Pourquoi est-ce que le rapport a été gardé secret en partie ?» Parce qu'il répondra en disant que Obama ne voulait pas que les dirigeants arabes lisent dans le Washington Post du matin ou dans les journaux américains que l'administration américaine travaille à un bouleversement dans leur pays. Donc cela veut dire que tout ce qu'on appelait révolution dans le monde arabe, moi j'appelle ça printemps américain dans le monde arabe, tout cela n'était pas étranger aux Américains. D'ailleurs, ils ont été à la manœuvre. Parce que le départ de Ben Ali et de Moubarak n'était pas le fait de la rue. On sait aujourd'hui que c'était le fait de l'armée. Et où se trouvaient les hauts gradés de l'armée quand la révolution, les printemps soi-disant arabes a commencé? Ils étaient au Pentagone. Ils sont revenus et ce sont eux mais là, Obama est parti, c'est Donald Trump maintenant. Et lui, apparemment, sa priorité à lui, ce sont les islamistes. Ce sont les islamistes. Exactement. Maintenant, là, lui, les droits de l'homme, il ne s'embarrasse pas trop. En fait, c'est vrai que Donald Trump, avec ce que l'on voit pour l'instant, est contre les islamistes. Oui. Mais par rapport au Palestinien qui a été nommé, je pense qu'il y a un problème. Est-ce que le problème est de savoir... Est-ce parce qu'il est palestinien ou parce qu'il ne peut pas être, je dirais, gérable? On ne peut pas peut-être le manipuler parce qu'on sait que Martin Kobler était quand même pas... L'Allemand était proche des Américains depuis le Congo. Qui est en fin de mandat, était proche des Américains. Le problème est de savoir, est-ce que ce Palestinien-là, fera-t-il du Martin Kobler? Pourra-t-il être manipulable? Et c'est là où ça pose problème, parce que les Américains ont un agenda dans tous ces pays-là. Ils veulent garder ce pays-là sur leur joug. Et si on a quelqu'un, un envoyé spécial des Nations Unies qui n'est pas contrôlé par les Américains, ça posera problème pour eux. Moi, je pense qu'il faut beaucoup plus regarder le refus américain sous cet angle-là, et non sous l'angle de la stabilisation de ces pays, parce qu'au fond, si on en est là, c'est parce que les États-Unis ont déstabilisé le pays. C'est-à-dire que même si Obama est parti, Donald Trump est arrivé, il y a une continuité dans la politique étrangère des États-Unis qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est vrai que Donald Trump est différent des autres, mais rien ne dit qu'il va se déroger des politiques de ce qu'on appelle l'État profond américain. Monsieur Salam, il y a un problème de fond qu'il faut évoquer et expliquer. Comment se fait-il que, qu'on les appelle les révolutions arabes ou le printemps américain, comme l'appelle M. Beko, mais on l'a vu, ça a donné naissance à l'émergence tout de même de mouvements islamistes. Oui. C'est quelque chose que vous avez vu venir? Oui. Moi, je me rappelle de la déclaration d'Abdeslam Jelloud en décembre 1991, quand les islamistes ont gagné les élections non truquées en Algérie. Et il a dit...
si les pays arabes organisent des élections régulières, ce sont ces forces-là qui gagneront. Les islamistes. Et il a été mis en résidence surveillée par Kadhafi. Bon. Mais l'expérience a montré qu'en Turquie, il gagne, en Tunisie, il gagne. Et tous ces troubles ont montré qu'il y a deux forces dans ces pays. C'est d'un côté l'armée et de l'autre les islamistes. Il faut se poser la question de savoir dans quelle mesure ces deux forces peuvent travailler pour la démocratie. On a le cas de Rachid Ammar en Tunisie qui a reçu un coup de fil de Hillary Clinton à l'époque. Il a lâché Ben Ali et puis il est devenu un partisan de la démocratie par la suite. Dans le cas égyptien aussi, mais à partir du moment où on a la Turquie qui joue un rôle en Libye, alors Erdogan a dit nous ne sommes plus des islamistes, nous sommes des musulmans démocrates, comme on parle de chrétiens démocrates, ou de démocrates chrétiens. Alors, la question qui se pose là depuis l'accord du Caire, que deviennent les islamistes dans toute cette affaire En tout cas, leur question est réglée. Leur question est réglée en Égypte. On l'a vu d'une certaine manière. Le maréchal Al-Sisi a réglé plus ou moins, de façon plus ou moins violente. Oui, mais c'est un faux règlement. Parce à partir du moment où on a des arrestations... Il y a une précision qui est essentielle dans cette affaire, parce que cette question, elle est extrêmement pertinente. L'arrivée des islamistes rentrait parfaitement dans le desiderata américain. C'est-à-dire que ce sont les frères musulmans qui sont retrouvés. Non, pas du tout. Moi, j'aime les faits. Et dans mon livre, il y a des faits. En 2005... C'est vrai du Qatar, ça. Exactement. En 2005, il y a un rapport préparé par un think tank américain. Ce travail était dirigé par Mme Madeleine Albright. Dans ce rapport, on disait clairement que pour y arriver, à un moment donné, les États-Unis doivent privilégier la prise de pouvoir des islamistes. Ces gens ne sont pas arrivés par hasard. Et il y a des cas précis qu'il faut comprendre. Les islamistes sont les mieux organisés dans ces pays-là. Ce sont les mieux organisés. Monsieur Salah va nous expliquer, puisqu'il est historien de l'islam contemporain. Ils étaient très bien organisés. En Tunisie, ce sont les frères musulmans qui se sont retrouvés là. En Égypte, ce sont les frères musulmans. Et le gens ne se pose pas la question de savoir, Morsi, un membre des frères musulmans, où a-t-il étudié? C'est aux États-Unis. Et quand Sisi a voulu se débarrasser des islamistes... On a sorti sa fiche de la CIA. La CIA a dit, ne bois pas, c'est tout, c'est pas une écoutez, le président de la Corée du Nord a étudié en Suisse. J'arrive. Non, attendez. Excusez-moi. Ce sont des détails importants. Vous allez comprendre une chose. Alors, quand l'armée, quand Assisi a voulu renverser Morsi, Morsi a dit une chose très importante que les gens n'ont pas vue, n'ont pas voulu entendre. Morsi a dit ceci, les États-Unis ne vont pas le permettre. Aujourd'hui, en Libye, qui règne en Libye? Ce sont les islamistes, les frères musulmans. Le commandant militaire de Tripoli, Abdelakil Belhaj, c'était un ancien d'Al-Qaïda arrêté en 2004 par les Américains. À Kuala Lumpur, envoyé en Libye dans les prisons libyennes, libéré par le fils Kadhafi, Al-Fayez Saïf al-Islam, récupéré par les Américains en 2011, et c'est lui qui va se retrouver dans les fourgons de l'OTAN pour rentrer à Tripoli. Je veux finir. Et c'est lui qui va être utilisé par les Américains pour emmener les armes de la Libye à la Syrie. Et aujourd'hui, les partis des frères musulmans en Libye, c'est en tout cas actuellement, avait été le dirigeant des frères musulmans en Libye, a été proche des Américains, et en 2012, il a été reçu aux États-Unis lors d'une grande conférence sur la place des islamistes dans les pays arabes et notamment en Libye. Monsieur Bikim, les islamistes, une fabrication américaine? Non. Non. Les islamistes sont le produit de nos propres horreurs. Quelles sont nos propres horreurs? Un État a des missions régaliennes qu'il doit remplir. À partir du moment où cet État est défaillant sur ses missions régaliennes, forcément, la population se retrouve livrée à elle-même, et le premier organisme qui se présente, qui tente d'apporter des solutions aux problèmes des populations, acquiert ce vivier, ce socle qui est là disponible. Ça, c'est le premier point. Le second point, depuis la nuit des temps, les religions, les confessions religieuses n'ont jamais posé de problème en Afrique. La vraie question à laquelle nous devons reprendre, comment réarticuler les contraintes géopolitiques, géostratégiques, géoéconomiques avec les politiques intérieures? C'est la question centrale qu'il faut absolument résoudre. Nous avons de l'Algérie, on retire du Maroc en Afrique du Sud, tous les gouvernements africains reçoivent des ordres de l'extérieur. Tous, sans exception. Monsieur Salam. Je vais terminer. C'est tout à fait... À partir de ce moment-là, vous avez des tensions internes
qui se développent, et des confrontations internes finissent par créer une coagulation qui crée les conditions permettant justement aux religieux, je dis bien religieux parce qu'il faut distinguer religieux et forces armées, et groupes armés, c'est trois choses différentes. Dans le cas des pays maghrébins, parce que je distingue bien le Maghreb et les pays arabes, nous avons des groupes armés qui luttent contre la corruption, entre guillemets, des États, enfin des hommes de paille qui sont positionnés dans tous les États pour contrer l'invasion occidentale. Et c'est cette question qui va ruiner les fondements du vivre ensemble entre les Occidentaux et les Africains. Ça, nous sommes partis pour 20 ans de guerre. Monsieur Salam, la misère sociale, si effectivement les facteurs ou les influences exogènes ne sont pas tout à fait à rejeter, mais la misère sociale reste quand même le terreau de l'islamisme dans de nombreux pays du continent. L'islamisme, c'est le résultat du mal développement, de la corruption et de la dictature. Et or, ce n'est pas nouveau. Dans un pays voisin, il y a même eu un pouvoir islamiste, c'est le Soudan du temps de Tourabi, qui est arrivé par un coup d'État militaire. C'est pas bon. Or, Tourabi, à l'époque, il a proposé à tous les pays africains, arabes, d'envoyer des agriculteurs. Il était disposé à leur donner des terres pour cultiver au bord du Nil, avec la possibilité d'exporter vers leur pays d'origine toutes les récoltes. Il a été boycotté par l'Arabie Saoudite, l'Égypte, qui avait un plan avec le Fonds monétaire. Et à partir du moment où il y a une règle qui a été ébruitée par Olivier Roy, qui n'est pas le plus mauvais des politistes français, oui. Il a remis une note au Quai d'Orsay au moment des affaires des révolutions arabes pour plaider la cause des islamistes. Il a dit notre pays peut composer avec les islamistes qui acceptent la démocratie, mais notre pays doit s'opposer à tout mouvement unioniste, qui se soit pan-africain ou pan-arabiste ou pan-islamiste. Et il ne fait que refléter le fond de la pensée des Occidentaux. Ils ne veulent pas que ces pays s'unissent. Il veut diviser pour régner et avoir affaire séparément. Oui. Bon. Les islamistes, il faut les juger sur pièce et non pas selon le délire de Gilles Kepel et compagnie qui sont là pour diaboliser, ils sont au service d'Israël. Pour revenir à comment sortir, très rapidement, M. Beko, j'avais une seconde avant que vous ne finissiez. Nous avons posé la question au professeur Emmanuel Pondy sur... Nous avons effectivement évoqué avec lui la question comment sortir durablement la Libye de la crise actuelle. On l'écoute, on en parle très rapidement après. L'Union africaine qui avait été écartée pendant le début de la crise, c'est parce qu'elle avait présenté un plan qui avait été vraiment écarté violemment d'ailleurs, puisqu'il a été ignoré totalement, ce plan-là. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est le chaos total qui règne. Pour qu'il y ait un semblant de normalité, peut-être devrait-on réunir toutes les parties, mais en dehors de la Libye. C'est-à-dire pas à l'intérieur de la Libye où c'est difficile de le faire, mais avoir une conférence sur la Libye avec l'ensemble des parties prenantes, y compris les anciens kadhafistes. Parce qu'on ne peut pas résoudre ce problème en écartant un pan entier de la société contre un autre, c'est-à-dire en mettant un groupe contre l'autre. Je pense qu'il faudrait réunir absolument tout le monde et demander de tout ce monde-là des solutions qui, à leurs yeux, peuvent être des solutions idoines. En d'autres termes, la communauté internationale devrait, à mon sens, avoir l'humilité de leur demander qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'il n'y a pas de solution qui soit des solutions arrêtées là à l'avance. Je ne pense pas. Parce que ce qu'on voulait pour la Libye n'a pas eu lieu. Démocratie, développement et tout ça. Rien de tout cela n'a eu lieu. Donc aujourd'hui, c'est un échec qu'il faut d'abord constater. L'échec sur toute la ligne, et à partir de là, remettre les morceaux en place. Jean-Emmanuel Pondy, il est professeur de relations internationales à l'Université de Yaoundé 1. Monsieur Mbeko. Ouais, je voulais dire, avant qu'il y ait l'intervention de M. Pondy, j'allais dire, quand on parle d'islamisme, on doit savoir de quoi on parle. Il ne faut pas confondre l'islam politique dont on parle souvent et qui a à sa tête les frères musulmans,
à des islamistes qu'on voit un peu partout. Les frères musulmans, c'est qui? C'est les Erdogan. C'est ça qu'on appelle les frères musulmans. C'est les Erdogan de ce monde. Et autour de Al-Sarraj, parce que l'une des raisons, la raison principale qui a d'ailleurs conduit à la friction entre Khalifa Haftar et Al-Sarraj, c'est le fait que Al-Sarraj est entouré des frères musulmans, des islamistes. Et dans les frères musulmans, les islamistes aussi des Misrata. Et c'est ce que ne voulait pas Khalifa Haftar, qui était en guerre contre les islamistes. Et aujourd'hui, dans la doctrine occidentale, et ça c'est très connu, il y a même l'ancien responsable du service secret français, M. Alain Chouet, qui a fait un très bon livre là-dessus, où il parle en fait des relations entre les puissances occidentales et l'islamisme politique incarné par les frères musulmans. Monsieur Bikim, le professeur Emmanuel Pondi l'a dit, il faut faire revenir à la même table les partisans de Kadhafi comme les acteurs actuels. C'est quelque chose qui est facilement envisageable. En début d'émission, je disais justement qu'on ne pourra pas faire l'économie justement de revenir sur le schéma organisationnel qu'avait mis en place le colonel Kadhafi, qui consiste à mettre au centre de tout l'ethnie et autour de l'ethnie rattacher les différentes factions. Aujourd'hui, l'une des solutions consisterait à remettre en piste, je dis bien à remettre en piste, et le plus tôt sera le mieux, Saïf al-Islam Kadhafi. Le fils du colonel Kadhafi assassiné. Al-Islam Kadhafi détient les clés pour sortir la Libye du chaos dans lequel on l'a plongée. Exactement. Monsieur Salam. Oui, alors je voudrais rappeler que la Libye, c'est le pays du monde arabe et du monde musulman où il y a le taux le plus élevé de hafiz, ceux qui apprennent le Coran par cœur. Et les gens comme Mme Fourest et Elisabeth Lévy ont tendance à considérer qu'il y a 100% d'islamistes en Libye uniquement parce qu'ils connaissent le Coran par cœur. Et Trump a dit qu'il veut combattre le terrorisme islamiste, pas les islamistes. Alors, la Libye ne peut être stable. La limite est difficile, la frontière est, oui, mais, est très mince, mais bon. La France cartésienne apprend le sens de la nuance à la terre entière, mais elle manque de nuance sur ces affaires-là. On est d'accord. Bon, la Libye a besoin d'une vraie solution politique qui doit reposer sur un traité équilibré. Or, nous savons dans l'histoire des guerres européennes que les traités inégaux préparent les guerres à venir. Si le traité est inégal, moi je ne crois pas à la restauration, au retour en arrière, ni au sauveur du type Messi. Si Saïf al-Islam est en mesure de trouver un compromis, y compris avec ses anciens adversaires... Le problème, c'est qu'il a un mandat au dos, un mandat international au dos. Voilà. Le problème, c'est lui, il a été vraiment parmi les gens qui ont persécuté les islamistes les plus pacifistes. Kadhafi avait peur des... Vous savez que Kadhafi a proposé à Ranouchi, au moment du succès en Tunisie, le départ de Ben Ali, il lui a proposé de rentrer en Libye pour qu'il rentre en Tunisie à partir de la Libye. Il était prêt à avoir un partenariat avec lui. Donc il n'était pas pour la répression systématique des islamistes. Or, les islamistes sont une force qui compte. Tout à fait. Il faut évaluer les possibilités de conversion des islamistes à la démocratie. À la construction Or, moi, je démocratie. dis, un général qui fait un putsch uniquement parce qu'il a perdu les élections est un hopeless case, comme on dit en anglais, c'est un cas désespéré, ne peut pas devenir un démocrate. Mais un jeune de 35 ans qui s'est engagé au nom de la justice sociale avec des arguments coraniques, si on lui explique lentement, il comprendra très vite la nécessité de la démocratie. C'est tout à fait juste ce que vous dites. Moi, je pense qu'aujourd'hui, très rapidement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre en compte quand même les kadhafistes qui avaient une très grande influence dans le pays. Et ça, c'est très important. Et on voit aussi que Saïf al-Islam fait de plus en plus consensus. Et même les islamistes appartiennent à des tribus en Libye. C'est-à-dire ces gens ne manquent pas de tribus, ces gens appartiennent à des tribus dont on a vu les Misrati, ceux qui sont de Misrata, qui étaient d'ailleurs au cœur de la révolte contre Kadhafi. Et donc cet aspect tribal-là, on ne peut pas le négliger, sinon on n'avancera pas. Parce que Khalifa Haftar, tous ces gens, quand Kadhafi les nommait, c'était en fonction de leur appartenance tribale pour obtenir un certain équilibre dans la gestion du pouvoir libyen. Et c'est pour cette raison que quand on a retourné le général Younes, c'est parce qu'il était de l'Est, c'est pour ça qu'on a réussi facilement le retourner. Et donc, le caractère tribal est important et je crois qu'il faut rassembler les chefs des tribus autour des gens qui font consensus parce que les deux qu'on nous présente, Khalifa Haftar et M. Al-Sarraj, sont vus comme des agents
au service de l'agenda étranger. Et c'est ça le grand problème en Libye. Rien du tout. Rien. On l'a vu donc dans l'élément que nous avons visionné. Patrick Mbeko, géopolitologue, auteur de plusieurs ouvrages, dont celui-ci que j'ai entre les mains, Objectif Kadhafi, 42 ans de guerre secrète contre le guide de la Jamahiria arabe libyenne, publié aux éditions Pensez lire. Merci Patrick Mbeko d'avoir participé à cette émission. Jean-Bernard Bikim, analyste géostratégie, président du think tank Alpha. Merci Monsieur Bikim d'avoir accepté notre invitation, d'avoir participé à cette émission. Et Sadek Salam, vous êtes historien de l'islam contemporain. Merci à vous également d'avoir contribué à ce débat pour mieux comprendre pourquoi la Libye peine à sortir de la crise et surtout comment la crise elle est née. Une réunion est prévue le 1er mars entre le Maroc, l'Égypte et la Tunisie. Nous espérons effectivement qu'au cours de cette réunion, un accord durable sera à nouveau conclu, incluant les différents acteurs de la vie politique libyenne. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Politicia, votre rendez-vous politique que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia.